Bonsoir, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, comment sortir de l'impasse dans le centre du Mali? L'International Crisis Group prône un dialogue avec les djihadistes du centre du pays. Dans son dernier rapport, l'ONG appelle le gouvernement à se pencher sur cette proposition. Dans cette heure consacrée au continent, nous parlerons de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. 40 ans après son lancement, où en est-on aujourd'hui? Pourquoi est-il encore difficile de traverser nos frontières terrestres? Nous ferons le point dans un instant. Enfin, gros plan ce soir sur l'apatridie, un phénomène qui touche beaucoup de pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, mais grâce à une nouvelle loi sur l'état civil, une association aide les apatrides à mettre fin à leur galère. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, Bara Ndiaye, bonsoir et bienvenue. Je rappelle que vous êtes consultant en innovation technologique. Merci, bonsoir. En face de vous, Roger Mbama, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes responsable des études africaines de l'IPSI, bienvenue. Bien sûr. Merci monsieur d'être avec nous. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Le Mali est plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire, notamment dans le centre du pays où sévit des groupes armés. Pour sortir le pays de cette impasse, l'International Crisis Group préconise un dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent. Aïssa Toubari. Face à la flambée des violences dans le centre du Mali et l'échec cuisant des interventions militaires, l'International Crisis Group, dans un récent rapport, préconise un dialogue. L'organisation estime que le dialogue avec les djihadistes et ceux qui les soutiennent est une option qui pourrait avoir plus d'impact dans la résolution de la crise. Le dialogue auquel on pense aujourd'hui est défendu par les organisations de la société civile. C'est par là qu'il fallait commencer. Le problème de l'intervention a été posé et la plupart des organisations de la société civile étaient contre l'intervention. Parce que nous savions que partout où les puissances étrangères ont envoyé des forces d'intervention, la paix n'est jamais revenue. Des élites maliennes, des érudits musulmans, ainsi que des organisations de droits humains et des associations avaient notamment appelé à l'ouverture de négociations avec le chef radical touareg malien Iyad Agrali, ainsi qu'avec Amadou Koufa. Mais cette approche avait été rejetée par les gouvernements maliens et français. La grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas qui sont les djihadistes. Si on prend le Nord Mali, on a mis en avant Iyad Agali, mais on sait que Iyad Agali répond à d'autres leaders. Donc il faut qu'on puisse identifier les personnes avec lesquelles il faut dialoguer. Mais je pense que les organisations de la société civile peuvent être une porte d'entrée à ce dialogue, si bien au Mali, au Burkina Faso. L'ONG suggère donc aux autorités maliennes de mandater des chefs religieux pour tenter d'entrer en communication avec les dirigeants du groupe afin de négocier localement des cessez-le-feu ou des accès humanitaires dans un premier temps. Selon l'aménagement, depuis janvier 2018, au moins 488 personnes ont été tuées dans les attaques intercommunautaires. Alors, monsieur Roger Ngama, négocier avec les djihadistes est-elle la solution aujourd'hui? La solution, c'est trop dire, c'est une des solutions. Je pense que dans cette crise du Mali, la crise sécuritaire, il y a plusieurs facteurs. Il y a sûrement les facteurs religieux de l'expansion de l'islamisme, mais il y a aussi des facteurs politiques internes au Mali, et il y a aussi les facteurs militaires. Maintenant, c'est sûr que on ne peut pas aller seulement sur une seule voie. Sur la voie militaire, on a vu jusqu'où ça a amené. Aujourd'hui, c'est une impasse. La voie militaire est nécessaire pour des actions d'appoint, comme l'opération Serval suivie des Barkhane, mais il ne faut pas négliger les autres voies, la voie politique, des négociations entre les forces politiques en présence, et aussi le dialogue avec les ennemis. En ce qui concerne le Mali précisément, je pense que la tâche pour le gouvernement malien la plus importante, c'est celle de la gouvernance. Nous avions eu une
telle discussion dans des réunions de l'Observatoire de politique et sécurité en Afrique en 2012. Et une des voies qui avait été proposée, c'était pour les États africains qui n'ont pas assez de moyens pour mettre dans l'action militaire, c'est de pouvoir apporter des solutions selon leurs moyens et d'abord répondre aux aspirations des populations, combattre la pauvreté et aussi distribuer les richesses et aussi régler les problèmes politiques. Alors Bara, est-ce qu'on doit s'inquiéter de cette proposition? Ces personnes sont supposées être quand même des terroristes. Bah écoutez, moi je pense que dans un conflit, il faut toujours penser à un dialogue. Un dialogue doit s'imposer, mais effectivement, pour dialoguer, il faut pouvoir identifier avec qui dialoguer. C'est-à-dire que dans ce conflit malien aujourd'hui, moi je pense que même je ne vais pas dans la même direction que M. Ngama qui disait que ça peut être une des solutions, parce que ce n'est pas une solution. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Parce qu'une solution, c'est quand il y a des belligérants identifiés, identifiables, avec des leaders à leur tête, qui sont identifiés également. Mais par exemple, pour le problème du Nord Mali, on s'est bien rendu compte avec les accords d'Alger, on avait identifié que le Nord Mali avait besoin d'autant plus d'autonomie pour pouvoir s'asseoir dans la République malienne. Ça s'est fait, mais n'empêche, à l'issue du retour de l'accord d'Alger, rien n'a été vraiment concrétisé. Justement, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a favorisé le Nord au détriment du Centre qu'aujourd'hui le Centre est instable? Mais le centre est instable parce que les terroristes qui sont installés dans le Nord ont convergé vers le centre et vers Bamako, d'où l'intervention de l'opération Barkhane, qui s'est transformée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en Serval. Serval est devenu G5 Sahel, au final, en passant bien sûr par d'autres formes d'organisation. Le Mali, c'est un pays divisé aujourd'hui. Et moi, j'apprécie et je suis en phase des efforts fournis par le gouvernement de Ibeka pour unifier le Mali, faire un Mali uni avec toutes les tribus autour d'une table. Par contre, dialoguer, c'est bien. On dialogue avec une opposition, on dialogue à l'Assemblée nationale, on dialogue avec d'autres partis, mais on ne dialogue pas avec des terroristes. Pourquoi on ne dialogue pas avec des terroristes? Parce que le terrorisme, à la base, son idéologie première, c'est quoi? C'est de semer le chaos, c'est de semer l'anarchie, c'est de ne pas asseoir une république, ni un État de droit. Donc, si vous êtes un État et que vous voulez dialoguer avec ceux qui sont, dont les convictions vont à l'encontre des vôtres, je pense qu'on ne pourra pas trouver d'issue favorable. Alors, Monsieur Ngama, de quoi peut-on justement discuter avec des djihadistes? Mais du tout. Il faut discuter de tout. Mais quelles sont les motivations de leurs actions? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire comme concession dans les accords ou bien les compromis qui pourront être mis en place pour arriver à la paix, parce que l'objectif c'est la paix, hein, c'est ça, l'objectif c'est la paix. C'est un peu surprenant en ce qui concerne le Mali, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à ce qu'on appelle les islamistes, entre guillemets. Il y a peut-être plusieurs revendications. Il y a ceux qui sont vraiment des djihadistes ou bien les islamistes, mais il y a aussi les adhérents, les populations qui adhèrent à leur cause parce qu'ils sont en souffrance, dont il faut tenir compte. Et le Mali, c'est quand même un pays qui était en paix avant, où vivaient les musulmans et les autres populations à obédience traditionnelle ou catholique, s'il y en a, ou religieuse chrétienne, s'il y en a. Mais donc, et puis tout d'un coup, et en 2012, il y a eu cette descente des islamistes et qui a tout bouleversé. Mais il faut essayer de revenir à l'entente, à la paix qui existait avant l'arrivée des islamistes. C'est ce qu'il faut voir. Voilà. Oui, écoutez, pour y arriver, je pense qu'il y a des solutions dont l'une n'est pas des moindres, c'est-à-dire que le président Ibeka et son gouvernement ont eu du mal à organiser des élections. On organise des élections, le résultat des élections permet de gérer le pays. Aujourd'hui, on peut organiser, comme vous le savez, des élections sécurisées, notamment dans la région de Kidal et du Nord Mali, quelque part. Et d'autre part, ces groupes terroristes qui sont installés partout, parce que le Mali, il faut rappeler tout simplement que c'est le 8e pays le plus grand d'Afrique, avec à peu près 18 500 000 habitants, dont une densité à peu près approximative de 15 habitants au kilomètre carré. C'est-à-dire qu'il y a des poches vides où les terroristes trouvent ça, mais vraiment un terrain de jeu, parce que toute la sous-région, tous les pays qui entourent le Mali, comme vous le savez, le Niger, le Burkina Faso, sont des pays où le terrorisme est bien installé. Oui. Pourquoi je disais tout à l'heure que c'est difficile de dialoguer avec un ennemi
invisible, dont on ne peut pas identifier réellement les chefs, parce qu'on ne sait pas si c'est aujourd'hui Ansardine qui commande, on ne sait pas si c'est Moujao, on ne sait pas si c'est Atmi, on ne sait pas si c'est Daesh aujourd'hui. Donc, le dialogue, oui, dans un état de droit, avec des oppositions, mais le dialogue avec les terroristes, je pense que c'est quasi impossible, ça relève même de l'utopie, malgré la bonne volonté de l'ONG International Crisis. Alors le Mali est une république laïque, alors qu'on le sait tous, les djihadistes veulent notamment l'instauration de la charia. Est-ce qu'il peut y avoir discussion sur la forme de l'État? Évidemment. Je pense que l'État l'État s'impose à tout le monde. Donc il faut respecter la loi, il faut respecter la laïcité de la République du Mali. Mais les djihadistes veulent le contraire. Bon, mais ils veulent le contraire, mais il faut voir dans quelle mesure, je sais pas, on peut les amener à faire des compromis. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que pour que les islamistes puissent avoir un impact sur le pays, il a dû y avoir des personnes qui ont accepté qu'ils viennent à leur secours ou bien pour essayer d'échanger les choses. Donc il y a au fond un mécontentement des populations qui a été mise à profit par les islamistes. Alors, en dehors des descentes militaires, dont on sait bien que la plupart viennent des groupes qui ont éclaté en Libye, voilà, en 2011. Donc, mais je pense que le plus grand travail que doit faire le gouvernement malien, c'est de voir au niveau des populations quelles sont leurs aspirations, quelles sont les attentes pour pouvoir y satisfaire, et puis quels sont les contacts qu'ils ont avec les islamistes, voilà, et comment on peut exploiter. Vous prenez plus un dialogue avec la population avant les djihadistes. Au départ, ça doit passer par là. Et ça doit passer par là. D'ailleurs, on sait un peu partout en Afrique que là où il y a des terrorismes, les terroirs des terroristes, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Mais voilà, donc il faut apporter des réponses à ces problèmes-là. Avant de dialoguer. Voilà. Alors, Bara, ce dialogue, l'ONG International Crisis Group l'a reconnu, ne sera pas facile. Alors, quels peuvent être les obstacles? Les obstacles, c'est tout simplement, vous savez, le Mali a un sous-sol très riche, c'est l'un des sous-sols les plus riches en Afrique aujourd'hui. Il y a, en passant par le diamant, l'or, bauxite, calcaire, etc. Et les djihadistes, ils vivent de quoi? Ils vivent de contrebande. C'est-à-dire qu'ils s'installent dans des zones où ces minerais sont vraiment nombreux, ils les occupent, ils sèment le chaos et du coup, ils profitent de cette contrebande avec la complicité, bien sûr, de leurs partenaires à eux, qui sont identifiables des fois, parce que c'est pas compliqué de les identifier. Ouais. Alors, aujourd'hui, le Mali, c'est un vaste pays, c'est un pays quasiment on peut pas mettre la sécurité partout, c'est vrai, il faut se l'avouer. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre un soldat tous les 100 mètres au Mali. La population, effectivement, il y a une population qui a une forte tendance à aller adhérer au groupe terroriste parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose. Ils se sont dit, bon, on nous a mis Barkhane, on nous a mis G5 Sahel, on nous a mis MINUSMA et tout ça, mais ça ne règle pas le problème. Il y a des attentats au quotidien. Donc il faut voir, il faut changer, déplacer le curseur et le positionner ailleurs. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au détriment des éléments essentiels pour développer un pays africain et le stabiliser, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire, ces pays-là vont devoir, au détriment de ça, privilégier l'armement. C'est une chose à faire, malheureusement. Il faut privilégier la section militaire. Et pourquoi les djihadistes ne vont pas à la table de négociation? Ils n'iront même pas. Parce qu'en fait, pour négocier, il faut que le rapport de force soit équilibré dans un conflit et qu'on arrive à un statu quo, c'est-à-dire qu'il y a une impasse. Mais là, les djihadistes se sont dit, mais malgré toutes ces forces présentes, on fait entendre notre voix. Pourquoi aller négocier? Nous sommes en train d'être bien. Quelque part, ils en profitent. Ils se réconfortent. C'est une logique, ça. Alors, si le centre est durablement instable, M. Ngama, est-ce que cela peut avoir un impact sur l'économie de Mali quand on sait que cette zone est plus peuplée que le nord, donc vitale pour l'économie? Bien évidemment, c'est-à-dire que pour que le pays puisse se développer, il faut une stabilité, il faut la sécurité, il faut la paix. Donc c'est une condition première qu'on retrouve même dans les textes de l'Union africaine. Un des axes de l'Union africaine, c'est d'abord la paix pour aller vers le développement, pour aller vers l'intégration régionale. Et donc il faut d'abord assurer la sécurité. Mais je crois que les choses ne sont pas aussi simples, aussi radicales qu'on peut l'imaginer. Il faut dire qu'il faut absolument les forces militaires, je ne suis pas sûr, parce que les forces militaires sont là,
et l'insécurité persiste et s'aggrave même. Il faut entendre les Maliens qui viennent de là-bas. L'État a montré ses limites. Voilà, donc les populations sont fatiguées des présences et des actions militaires. Et ils demandent autre chose. Donc il faut leur apporter ça. Et le Mali ne peut pas y arriver tout seul. Il y a ces pays voisins qui veulent contribuer avec le G5 Sahel. La MINUSMA. Voilà, MINUSMA peut-être, mais le G5 Sahel et puis en tout cas une contribution des pays voisins. D'autant plus que les islamistes, ils naviguent dans toute cette zone des Sahel, et un peu d'un pays à l'autre. La porosité des frontières également. Voilà, au niveau des frontières. Voilà, je pense qu'il faut agir sur le plan politique, sur le plan social. C'est absolument nécessaire pour le gouvernement malien et aussi au niveau régional avec la collaboration des pays voisins. Voilà. Et très rapidement, Bara, que peut faire le gouvernement malien pour enrayer cette violence, notamment dans le centre du pays? Là, il faut, je pense, intégrer, en termes sociologiques, je ne suis pas le spécialiste, mais il faut étudier la cartographie sociologique du pays. Et dans ce cas, les chefs religieux, les dignitaires sont identifiés. Il faut pouvoir faire une politique en fait, de discrimination positive, c'est-à-dire intégrer différentes parties ethniques dans les gouvernements, dans les différents gouvernements, et les mettre au poste de responsabilité. Ça va permettre, d'une part, d'apaiser les tensions sociales, à condition qu'ils soient compétents, bien sûr. Hein. Ça va permettre d'apaiser les tensions sociales, les tensions ethniques, et notamment les tensions religieuses, d'une part. Encore une fois, je réitère la préconisation de surarmer le Mali, parce qu'ils ne sont pas assez armés aujourd'hui. C'est vrai, les militaires manquent de beaucoup d'armement, et ça s'est vérifié sur le terrain, notamment par d'autres partenaires qui ont été faire ce constat, d'une part. Et d'autre part, l'armée malienne n'est pas assez réactive, par manque de matériel. Le G5 Sahel n'est pas assez réactif, n'est pas assez installé, n'est pas opérationnel, par manque de subventions et de cotisations. Donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Mais l'armée n'a pas encore vraiment fait son travail. D'accord, merci beaucoup monsieur pour ces éclairages. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.